Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Africa News Multimédia, nous sommes à Dialogue panafricain. Dialogue panafricain est une émission de réflexion, une émission de discussion, une émission d'échange entre Africains sur la situation. Et le thème d'aujourd'hui se portera sur deux pays africains. Le Cameroun en Afrique centrale et la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Ces deux pays ont connu récemment des élections. L'une, élection présidentielle au Cameroun, et en Côte d'Ivoire, c'était les élections régionales et municipales. Ce soir, je suis Charles Malone Mayomo, en compagnie de mon collègue consultant, M. Bruno Aouniamangaou. Nous avons décidé de discuter, d'échanger sans retenue sur ce que nous avons observé. Parce que nous voulons que les Africains voient avec les yeux des Africains et non les yeux des autres. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais vous permettre de comprendre ce qui a été, ce qui se passe au Cameroun. Les élections présidentielles se sont déroulées le 7 octobre dernier. Et avant ces élections, il y avait d'énormes inquiétudes sur la sécurité, sur le bon déroulement des élections, sur la violence des élections, sur l'intégrité même de la commission électorale et des électeurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, les élections au Cameroun se déroulent à un seul tour. Il n'y a pas deux tours au Cameroun. Et nous avons constaté que les opposants au Cameroun n'ont pas pu s'entendre sur une candidature unique et ils sont partis donc à rang dispersé contre le vieux Paul Biya. Après ces élections, nous voulons, dans un premier temps, analyser ce que nous avons vu. Et c'est pourquoi je voudrais, sans plus tarder, donner la parole à notre consultant spécial pour nous parler de ce de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pu observer avec cette élection dont les résultats ne sont pas encore connus, mais qui seront connus très bientôt. Chers frères. Bonsoir Africa News Multimédia, merci de prendre ce rendez-vous et cette nouvelle formule du dialogue panafricain. Effectivement, les élections au Cameroun, je veux dire, ne vont pas nous laisser de grandes surprises parce que vous êtes sans ignorer que l'opposition, comme les années antérieures, n'a pas pu s'entendre sur une candidature unique et ce schéma a toujours favorisé, n'est-ce pas, le vieux briscard de la politique camerounaise, le président Paul Biya. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recours devant la Cour constitutionnelle, mais tout est bien parti pour qu'on assiste à la réélection du président Paul Biya. Ce sera pour nous autres qui regardons cette élection peut-être une satisfaction au regard sous-régional, mais au niveau interne, avec la multiplicité des candidatures que nous avons assistées, surtout la montée en puissance de la jeunesse camerounaise, représentée par Bandakani et par Cabral Lidi. Bandakani, bien entendu, du côté de Paul Biya et Cabral Lidi dans la mouvance de l'opposition pour essayer de faire entendre la voix de la jeunesse camerounaise. C'est en gros ce qu'il faut saluer dans cette élection au Cameroun, en pensant tout simplement et en souhaitant, je voudrais dire, que ces élections puissent apporter un souffle nouveau dans cette sous-région de notre continent. Effectivement, moi je voudrais te prendre le mot pour dire que j'ai eu à avoir très peur avant ces élections. Vous saviez que les élections camerounaises se sont déroulées dans le contexte de la crise de la zone anglophone, où il y a eu des groupes armés qui se sont déclarés depuis il y a quelques mois, où il y a eu des arrestations, il y a eu des arrestations ces derniers mois. Et donc, l'opinion internationale, les Africains en général, avaient peur qu'il y ait des dégâts énormes dans la zone anglophone. Mais heureusement ou malheureusement, on a constaté, selon les rapports de tous les observateurs, qu'il y a très peu de monde qui sont sortis dans la zone anglophone. Donc il n'y a pas eu une grande affluence, mais il n'y a pas eu aussi une très grande violence. Ça, c'est un point de satisfaction parce que notre continent a assez souffert. Les guerres, les marchands de guerre et nos colons qui ont toujours été derrière ces marchands de guerre ont toujours déstabilisé l'Afrique.
Nous savons que le Cameroun souffre des attaques de Boko Haram. Nous savons que, donc, que le Cameroun a été véritablement, en tout cas, un centre névralgique. En tout cas, de ces attaques-là, les élections venant, nous avions eu très peur. Aujourd'hui, je peux me dire satisfait que ces élections se soient déroulées sans grande embûche. En ce qui concerne le déroulement même des élections, nous avons entendu aussi certains opposants se plaindre. Mais moi, je peux dire que je suis en gros satisfait, parce qu'effectivement, tout à l'heure, en parlant de Cabral, en parlant de notre frère Badakani qui s'est rangé du côté de Paul Biya, beaucoup de gens ont dit que, vu le contexte international, vu le contexte africain, le vieux Paul Biya serait celui qui rassure, celui qui peut unir tous les Camerounais, celui qui peut faire éviter le danger au pays. Et ça a été, je crois que ça a plaisir beaucoup. Et pour tout ce que nous avons observé aussi pendant cette campagne, il y a eu en tout cas très peu d'affrontements entre populations. On a vu que partout, les Camerounais pouvaient mener campagne. Et pour nous, c'est aussi l'une des preuves de l'expression, de la liberté d'expression et aussi, comment on appelle ça, de l'amélioration de la démocratie en Afrique. Même s'il y a eu certaines contestations, nous sommes en train d'observer que le Conseil constitutionnel a rejeté la plupart des recours qui ont été faits, mais nous n'avons pas les résultats, mais nous avons quand même beaucoup d'espoir que le Cameroun, à partir de ces élections, va s'améliorer de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui est à souhaiter dans ce qui s'est passé au Cameroun, c'est surtout de remarquer que en général, les élections se sont bien passées. On ne peut pas dire que réussir une élection partout, je veux dire sur tous les cieux, même dans les grandes démocraties, on sait toujours que les élections sont de temps en temps émaillées de quelques incidents. Au Cameroun, ça n'a pas manqué. Mais ce que je souhaiterais mettre en évidence ici, c'est quand même que de manière générale, il y a eu je veux dire, un comportement républicain assez intéressant. Vous êtes sans ignorer que le candidat Moïse Kamto s'était autoproclamé vainqueur, mais après, il a retrouvé le sang de la République, il a fait recours devant la Cour constitutionnelle. Quasiment, je veux dire, tous les leaders de l'opposition, tous les candidats de l'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle, et c'est une démarche à saluer, même si ça ne porte pas. Même si on pense que la Cour constitutionnelle du côté du chef de l'État, il est bon pour que, en termes de démocratie, on puisse respecter les recours normaux, respecter les institutions mises en place pour qu'on assiste de moins en moins à la violence au cours des élections présidentielles en Afrique. Ouais, sans te couper la parole, j'ai tenu à faire cette remarque à l'opposant professeur Kamto. J'ai été surpris que, en tant qu'opposant, juste au lendemain des élections, qui s'autoproclame vainqueur des élections, je pense que c'était une voie de hasard. Ce fut une voie très dangereuse qu'il ne faut pas continuer à explorer. L'Afrique souffre déjà. Les élections, dans leur déroulement, ne peuvent pas être parfaites, mais s'autoproclamer, aux yeux de l'opinion internationale, ça ne faisait pas celui. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est revenu dans les rangs et qu'il a fait des requêtes, et ces requêtes visaient à dire au Conseil constitutionnel qu'ils ne sont pas habilités et qu'ils devaient se démettre. Bon, même si il a fait ce premier dérapage en revenant et s'adresser au Conseil constitutionnel pour dire que le Conseil constitutionnel devrait s'auto-dessaisir du fait électoral, je me dis que quand même c'est un gros raté. Et enfin, l'opposition camerounaise devrait gagner en sagesse et devrait gagner en unité. L'Afrique a un tournant, et ce tournant démocratique-là, nous pouvons effectivement passer ces tests-là en cherchant, surtout dans un pays qui n'a pas de tour au présidentiel. Nous devons rechercher et nous invitons prochainement les opposants camerounais à s'unir et à aller vers la voie de la candidature unique.
mobilisation que Libye a eue, quand on voit la mobilisation que Camto a eue, quand on voit la mobilisation de certains opposants, on se dit que s'ils étaient tous ensemble, ça aurait pu faire bouche. Et c'est cela vraiment mon véritable regret pour la situation au Cameroun. Mais cela ne peut pas présager d'une victoire de Paul Biya ou d'une défaite de qui que ce soit. Mais je suis confiant que le Cameroun ait pu passer ce test-là sans grave grabuge. Pour moi, c'est essentiel de cette élection. Oui, si je devais conclure sur la situation au Cameroun, je dirais qu'il n'y a pas à s'alarmer outre mesure. Pour moi, les choses en général se sont bien passées. Nos États en Afrique sont en train d'expérimenter la démocratie. On n'a pas encore, je veux dire, un siècle d'expérience de la démocratie. Et ça vient petit à petit. Le professeur Maurice Kamto s'est ressaisi, c'est bon à saluer. Ils sont devant la juridiction de leurs États, mais on pense que les nations, petit à petit, vont prendre le pas et que les habitudes républicaines vont être la chose la mieux partagée dans nos États. Nous allons entamer le deuxième thème de notre émission. C'est les élections en Côte d'Ivoire. Les élections régionales et municipales se sont déroulées en Côte d'Ivoire le 13 octobre dernier. Et pour engager ce sujet, j'ai voulu lire la réaction de la première dame, l'ancienne première dame, Madame Simone Eve Babo, qui est sortie de prison après 7 années de prison et qui récemment, en tout cas, a invité les Ivoiriens, toutes tendances confondues, à la réconciliation et à la paix. Mais, vu ce qu'elle a observé pendant ces dernières élections, elle a fait une déclaration que je voudrais lire pour introduire ce thème. Elle dit, et je cite, « Tant que la commission électorale indépendante, la CEI, n'est pas réformée, toutes les élections qu'elle organise sont frappées d'illégalité et d'inéligibilité. Non seulement la CEI doit être réformée, mais la liste électorale doit être refaite et elle doit être consensuelle. Le découpage électoral doit être totalement repris. Il doit faire l'objet d'un travail consensuel. Le vrai désarmement doit être fait pour que nous ayons des élections sécurisées. On va à des élections et voilà le résultat. Il y a des morts. Ça, c'est l'élection municipale. Et l'élection présidentielle, alors, le sang des Ivoiriens a suffisamment coulé en Côte d'Ivoire. On ne veut plus que notre pays soit divisé. On ne veut plus que les élections aboutissent à des morts. On ne veut plus qu'il y ait des élections et que celui qui a gagné ne puisse pas bénéficier de sa victoire. Quand vous allez retourner chez vous et que vous puissiez aller plaider cette cause-là auprès des populations, que vous leur expliquez et vous parlez aux différents chefs traditionnels qui sont dans nos villages pour qu'ils comprennent l'importance de cette réforme. Parce que si la base a compris, si les villages ont compris, voyez un peu la pression qui va sortir de la base. Cela va obliger le sommet à s'asseoir et à discuter pour que les réformes soient effectives. C'est base après base, quartier après quartier, village après village que ce message va arriver aux populations. Je ne dis pas après-demain, je ne dis pas début 2020, je dis maintenant, avant qu'on arrive à la fin de 2018. Simone Eve. Après avoir entendu cette déclaration pour l'observateur que vous êtes, quelle peut être votre réaction sur ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire? J'ai pris connaissance de la déclaration de la première dame. Il ressort de cette déclaration trois grands thèmes majeurs. Il y a le thème de la CEI, il y a le thème du désarmement et il y a le thème du dialogue social. Elle commence son intervention par parler du caractère illégal et illégitime de la CEI. Vous savez qu'avant les élections, pratiquement toute la société civile, toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire se sont mobilisées pour appeler à la refonte, pour appeler à la dissolution de la CEI version Youssouf Bakayoko qui a été
à la base de tout le malheur que la Côte d'Ivoire a connu depuis 2011, mais le régime n'a pas cru entendre raison et a maintenu la CEI en l'état. La CEI a donc piloté les dernières élections et ce qui était à craindre est arrivé malheureusement. C'est un premier aspect de son intervention. Deuxième aspect, elle dit que si le désarmement avait été fait, on aurait pu faire l'économie de tous ces morts. Donc la question du désarmement reste encore pendant en Côte d'Ivoire. La question a été soulevée depuis 2004. De 2004 jusqu'en 2010, la question du désarmement n'a pas été résolue. Ça a créé en Côte d'Ivoire lors des élections de 2010 ce que nous avons vu sur les écrans, ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu. Officiellement, 3000 morts, c'était la conséquence directe du non-désarmement de la rébellion d'alors, pilotée par l'actuel président de l'Assemblée nationale. Le dernier thème qu'elle aborde, c'est le thème du dialogue social, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été une réussite. En un mot, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire n'était pas prête pour aller à des élections municipales et régionales. La Côte d'Ivoire n'était pas prête à aller à des échéances aussi importantes et il fallait, raison garder, trouver le moyen de pouvoir réformer la CEI, de pouvoir mettre les Ivoiriens d'accord sur le minimum avant d'engager des élections aussi importantes que celles-là. Je voudrais t'emboîter le pas pour regretter. Regretter que les années passent. Depuis 2002, la situation de la Côte d'Ivoire ne s'améliore pas. Et puis, elle s'aggrave de plus en plus, sans que les gens ne fassent attention. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire où, à la veille de ces élections, le FPI a lancé un mot d'ordre à tous ses membres, à tous ses militants, avec l'EDS, qu'il ne faut pas prendre part à ces élections. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Front populaire ivoirien, le parti du président Laurent Gbagbo, a eu raison. Parce qu'à ces dernières élections, qui se sont déroulées donc entre les anciens de la coalition au pouvoir, il y a eu au moins 10 morts en Côte d'Ivoire, le 13 octobre dernier. 10 morts, dont 3 corps habillés. Et ça, c'est le PDCI, le RDR, en tout cas, Alassane Ouattara et son groupe. Il y a eu 10 morts. Mais il y a eu combien de blessés, on ne sait pas même. On sait que la violence s'est déroulée du nord au sud pendant ces élections. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui que, en fait, la CEI de Youssouf Bagayoko, qui a été frappée d'illégalité par la Cour de justice des droits de l'homme africaine depuis 2016, qui a dénoncé que cette Cour de justice, que cette CEI était frauduleuse. Aujourd'hui, l'opposition tout entière reconnaît, même le pouvoir de l'Assemblée reconnaît que cette CEI est illégitime et illégale. Mais ils sont allés aux élections. Donc, après ces élections, où il y a eu des fraudes inimaginables, quand on prend le cas du plateau, c'est prouvé que le pouvoir a tenté de faire un passage à force en imposant son candidat et sa réunion, mais la population n'a pas accepté, c'était obligé de revenir. Quand on regarde les violences qu'il y a eu de part et d'autre, quand on regarde le cas à Bobo, où le ministre d'État, ministre de la Défense, député au nord dans la circonscription de Sénégal, a été parachuté à Bobo comme étant candidat à la mairie. Et que l'un des assesseurs de son principal opposant, M. Koné Tchefou, a été assassiné. Parce que selon eux, selon les membres du staff de M. Koné Tchefou, qu'effectivement ils détenaient les preuves puisqu'ils ont eu toutes les preuves des différents bureaux de vote et que ce candidat se reconnaît vainqueur. Et que Amba a donc utilisé ses bandits et ses roubaix et ses hommes de sécurité pour assassiner. Voici donc une Côte d'Ivoire aujourd'hui où, entre eux au pouvoir, sans l'opposition significative, ils ont fait tous ces crimes, ils ont fait tous ces tribunaux, ils ont fait tous ces gabegies. Pour moi, c'est la leçon de l'échec de la CEI, l'échec de M. Alassane Ouattara, l'échec de ce régime à pouvoir garantir la démocratie, la paix et la réconciliation.
qui nous invite à penser à un changement du Côte d'Ivoire, à un changement de cap. Est-ce que l'opposition va continuer à assister sans rien faire? Ou est-ce que la société civile ivoirienne, qui doit être la garante de la démocratie, de la paix, de la cohésion, doit continuer à regarder ce régime dans son incapacité à gérer la Côte d'Ivoire vers la paix? Voici la question que je me pose et pour laquelle j'invite les Ivoiriens, j'invite les Africains à réfléchir et à agir. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, c'est comme une bombe à l'intérieur. Et je ne sais pas à quel moment cette bombe-là va éclater. Je ne sais pas. Vous n'êtes-vous pas inquiet? Moi je reste perplexe parce que je ne sais pas s'il faut parler d'élection en Côte d'Ivoire ou il faut parler de mascarade électorale tout simplement. Parce que sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout les élections ont été émaillées de grabuges, d'incidents graves, de meurtres, d'assassinats, de vandalisation, d'incendies. C'est à croire qu'on était dans un no man's land, dans un état de non-droit. On sommes retournés à l'état de nature. On a, au regard de ce qui leur revient au niveau de la presse, d'abord au niveau de la presse internationale, qui hier avait pris fait et cause pour le président Alassane Ouattara. Vous parlez de son incapacité, mais moi je parle de son manque de volonté et de sa volonté manifeste d'installer la chienlit en Côte d'Ivoire, d'installer le désordre, parce que c'est dans le désordre que cet homme se sent mieux. C'est dans le désordre qu'il avance, c'est dans le banditisme politique qu'il avance. Vous savez, des gens qui sont très proches de lui, comme le ministre d'État Ahmed Bakayoko, dont vous avez fait mention tout à l'heure, ont été désignés directement par leurs adversaires sur le terrain, en l'occurrence M. Tefou Kone, qui dit que c'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a assassiné son superviseur lors des élections. Il le nomme au cours d'une déclaration publique. Ce n'est pas de la rumeur. Donc, quand des anciens partenaires se retrouvent à avoir des propos aussi directs pour accuser des gens qui sont très proches du président Alassane Ouattara, il n'y a pas, je veux dire, à chercher midi à 14h, ce régime au plus haut niveau est responsable du désordre, du banditisme et de tout ce qu'il y a eu comme dégâts humains en Côte d'Ivoire. On est obligé à partir des élections municipales du 13 octobre de faire une rétrospective, regarder en arrière pour voir ce qui s'est passé réellement pendant les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, quand Alassane s'est retrouvé en face du président sortant Laurent Gbagbo. On a dit que c'est Laurent Gbagbo, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se retrouve à La Haye aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle tous ses partisans avaient été enfermés. On a dit que c'est ce camp-là qui est auteur de la violence, qui a refusé donc de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara et qui est à la cause de tout ce qu'il y a eu comme meurtre, assassinat et dégâts en Côte d'Ivoire. Le FPI n'est pas partie prenante, ça fait la 7e fois qu'il boycotte les élections municipales, législatives, les sénatoriales. Ça fait la 7e fois depuis 2011 qu'il boycotte, donc il n'a pas été partie prenante à ces élections. Comment donc peut-on expliquer tout ce qu'il y a eu comme violence, comme acte de vandalisme, comme barbarie en Côte d'Ivoire? Donc, c'est la marque déposée du RDR, c'est la marque déposée dans l'Alassane Ouattara, c'est la marque déposée de ce régime qui installe la Chine et qui ne peut qu'avancer en opposant les Ivoiriens entre eux, d'une part, et en opposant les Ivoiriens aux étrangers, d'autre part. Vous avez parlé du Fabrice Savignon, mais à Vavois, l'international Kalou Bonaventure se retrouvait aussi face à Koné Zakaria, fils de Burkinabé reconnu, ayant grandi là, et qui était venu donner des injections à ce natif du pays pour lui demander de retirer purement et simplement sa candidature. Mais ces exemples-là se sont multipliés à Koumassi avec un certain Ouattara, candidat aussi à Koumassi, un peu partout, à Miyagi dans le centre-ouest du pays, où les Burkinabés sont montés en puissance en tant que candidats, un peu partout. Donc, il y a cette fabrique du RDR de mettre les étrangers à porte-à-faux avec les Ivoiriens et d'opposer les Ivoiriens entre eux. En tout cas, sans vous couper, moi je voudrais dire sans vos fuyants que je n'ai aucun doute que les élections de 2010 ont été gagnées par le président Laurent Gbagbo. Et c'est ce pour lequel
la communauté internationale avait en son temps refusé en disant que recompter les voix, ce serait faire grave injustice à la Côte d'Ivoire. Mais c'était faux, c'était totalement une mascarade. Mais puis, je suis face à un certain nombre de rapports. Il y a eu le rapport du FPI qui a relevé que ces dernières élections en Côte d'Ivoire ont fait 10%. Il y a eu la Fondation ivoirienne des droits de l'homme qui relève que ça avoisine les 20%. Mais tous reconnaissent que c'est l'explosion du régime au pouvoir, toujours dans le sang, et qui vient de sonner son incapacité totale à gérer la Côte d'Ivoire. Et que la série de M. Youssouf Bakayoko a encore fait parler d'elle en faisant couler du sang. Et que, en conclusion, la Fédération ivoirienne des droits de l'homme demande aux Ivoiriens de se tenir mobilisés pour le changement de régime avec la présidentielle de 2020. Et en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, avec l'introduction que je vous ai faite avec le discours de la première dame, je suis amené à dire que la Côte d'Ivoire n'a plus de choix. La Côte d'Ivoire n'a plus d'autre situation que de prendre en main son destin. Les Ivoiriens, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez hors de la Côte d'Ivoire, vous avez intérêt à comprendre que ce régime a une autre mission que de faire la paix, que de faire revenir la démocratie, que de faire revenir la cohésion sociale. Si les Ivoiriens l'ont compris, ils doivent comprendre que leur combat n'est pas aujourd'hui de se mettre dans des positions d'arrière-garde, dans des positions de recul, mais plutôt dans des positions d'avancement, dans des positions de progrès, dans des positions de changement qualitatif en Côte d'Ivoire. Nous devons nous battre pour que les Africains, pour que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui c'est ce régime qui est en faillite, que c'est ce régime qui a échoué et que avant 2020 s'impose à ces Ivoiriens une transition mixte, une transition qui va amener les Ivoiriens à faire une refonte des institutions et à se doter d'institutions qui vont préparer des élections démocratiques, sans lesquelles nous partons tout droit dans le mur pour un chaos beaucoup plus grave que 2002, beaucoup plus grave que 2011. Et c'est à ce point que je voudrais m'arrêter pour inviter les Africains, pour inviter les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités, à quitter dans l'à peu près, à donner des mots d'ordre au peuple, et que ce mot d'ordre-là exige aujourd'hui que ce régime-là parte, parce que ce régime est en faillite. C'est ce régime qui veut aussi mettre la Côte d'Ivoire en faillite. Il n'y a rien entre les Ivoiriens et les étrangers, mais il y a un problème entre Alassane Ouattara et les Ivoiriens. Ensuite, entre Alassane Ouattara et toute l'Afrique, parce qu'il a une mission contre les Ivoiriens et contre les Africains. C'est ce que je voudrais vous dire. Moi, je voudrais dire que ces élections ont révélé un profond malaise en Côte d'Ivoire. Pour des élections municipales, des populations s'en sont pris à leur roi. La royauté en Afrique, c'est un symbole assez fort. C'est assez fort, le roi. Mais les gens s'en sont pris à leur roi. Des gens ont poursuivi des fils du terroir. Ils ont poursuivi des gens qu'ils connaissaient depuis toujours, à Gourdin, avec des machettes, avec des armes blanches, avec tout ce qu'ils pouvaient avoir. Voici là où les élections municipales peuvent conduire un peuple. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en Côte d'Ivoire, pays phare de la sous-région. Entre le parti tenant de pouvoir. C'est-à-dire entre les alliés d'hier, qui arrivent donc à ce point. À Issia, dans le centre-ouest du pays, toujours les deux ans, cette armée hybride dont on a assez parlé est ressortie. Elle est ressortie donc de la broussaille et a poursuivi dans les rues d'Issia, comme si nous étions dans un autre monde, mais poursuivi des militants qui manifestaient et qui réclamaient que leur voix dans les urnes soit respectée tout simplement. Milice à la solde de Ouattara, des badauds à la solde de Ouattara, à Yopougon, le candidat qui n'avait pas le soutien du régime a dit qu'il a constaté que les urnes étaient venues déjà bourrées. C'est des choses que nous disions hier, qui fustigeons donc la pratique politique du RDR. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui montent à la surface,
qui montent au créneau et qui de manière publique disent des choses qui sont passées alors que le FPI, la majorité présidentielle autour de Laurent Gbagbo, n'est pas partie prenante à ces élections. Donc c'est des pratiques donc qu'ils sont à l'interne, qu'ils sont en train donc de montrer. La communauté internationale a pris bonne note. La presse internationale, toutes tendances confondues, ceux qui semblaient être tétanisés hier, qui semblaient être hypnotisés hier au nom d'une certaine communauté internationale, se retrouvent aujourd'hui désillusionnés et disent aujourd'hui que les élections en Côte d'Ivoire se sont très mal passées. Il y a à craindre donc pour les élections présidentielles à venir. Et la première dame, dans son adresse, disait ça, c'est ce à quoi on assiste, alors qu'il s'agit simplement d'élections municipales. Et pour les élections de 2020, alors, elle s'interroge et moi je m'interroge avec elle. Si pour les municipales et les régionales, on a eu assez de dégâts humains, il est à craindre. Et c'est pour cela que j'interpelle les Ivoiriens, donc au nom du sens de la République, au nom de la nation, au nom du patriotisme, de ne pas attendre 2020. De ne pas attendre justement 2020 parce que si on a eu 10 morts pour ces élections, 10 morts parmi lesquels il y a 3 corps à pied, il est à craindre qu'en 2020, on ait ce chiffre multiplié par X et on ne veut plus que du sang coule pour des élections en Afrique, on ne veut plus qu'un Ivoirien, un seul en plus, meure encore en Côte d'Ivoire. Il faut donc que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités et prendre leurs responsabilités, se faire en sorte donc que ceux disparaissent le plus rapidement et que ce régime aussi soit disqualifié avant les échéances de manière démocratique, bien entendu. Nous pensons que ce régime a démontré par A plus B, a démontré en 1000 mots comme en un mot qu'il n'est pas capable de gérer un État et de gérer un État de manière démocratique. Et la meilleure expression démocratique, c'est au nom du peuple et pour le peuple, de permettre donc que ce régime connaisse un terme le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Pour nous, c'était un dialogue panafricain pour réfléchir sur certaines réalités, sur certaines actualités saillantes de notre Afrique. Désormais, nous prenons rendez-vous avec vous pour discuter, pour échanger, pour faire le point sur certaines situations, pour qu'effectivement, ensemble, nous ayons le point de vue des Africains selon nos propres intérêts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus le droit de brûler. Et le seul qui puisse être un vecteur de feu en Côte d'Ivoire, c'est le régime Alassane Ouattara, qu'il est souhaitable qu'il disparaisse. Nous souhaitons également que le Cameroun aille vers le chemin de la démocratie et qu'un régime qui a fait plus de... le vieux Paul Biya, on ne sait pas s'il veut mourir au pouvoir, mais l'opposition vient de lui donner l'occasion. Mais si cela est le cas, nous souhaitons vivement que ce mandat soit le dernier pour que la démocratie avance en Afrique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Notre combat, c'est chaque jour, notre combat, c'est chaque instant. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.